Merci d'être venu pour voir Rester zen en codant, les trucs et astuces de Mathieu et moi. Moi, je suis Léa, je suis développeuse principalement back à Chaudot Lyon. Je fais pas beaucoup de JS, encore que beaucoup plus ces derniers temps, où je fais des ETL en JS et je rigole bien. Mathieu, qui est du coup pas là, et dev back à JCap. Et lui, il fait du React Native sur son temps professionnel. Toute cette présentation, elle est née d'une vraie différence qu'on a, Mathieu et moi, de vision de notre métier, on va dire. Je l'ai rencontré dans mon premier poste. Je travaillais pour Ypon Technologies. Et donc Mathieu, il a quelques années d'expérience en plus que moi. Et il est très branché craft. TDD, baby step, il va expliquer la différence entre ATDD, BDD, bla 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 bla. Et moi, je suis venue de... c'est ma présentation. J'ai fait une école d'ingé et puis ensuite j'ai été prof de maths. Enfin, j'ai fait aussi d'autres choses, mais on va dire que j'ai été prof de maths. Et ce qui m'intéresse on va dire professionnellement, c'est vraiment se creuser les méninges, résoudre des choses, faire des Rubik's Cube, ce genre de choses. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'informatique, parce que pour moi, c'était ça, résoudre des petits problèmes, faire des petits trucs, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée dans le dev web en 2020, moi, je m'attendais à coder le nouvel algorithme de Google, et finalement, je me suis retrouvée à tirer des librairies pour faire des CRUD, pour la grande distribution. Voilà, c'était un peu... c'était pas forcément ce que j'avais pensé, même si bien sûr il y a aussi un peu se casser la tête. Et du coup, sur mon temps libre, quand je suis un peu entre deux boulots, ça m'arrive de faire des choses type Advent of Code ou on va dire des concours de code. On va dire pas de manière compétitive. Je suis pas une très grande solveuse d'algorithmes comme certains, mais j'aime bien ça. Je trouve ça cool, ça me fait réfléchir. J'en parle, et donc pour l'Advent of Code en particulier, comme il y a une bonne résonance dans les différentes communautés où je suis, ça me permet aussi d'en discuter avec des gens avec qui je travaille. Comment tu as résolu ça? Qu'est-ce que tu as fait? Etc. L'an dernier, cette conférence a été écrite il y a 1 an, à propos de l'Advent of Code de l'année d'avant. On va voir du code que donc, j'ai écrit moi, mais il y a 2 ans, et que j'ai pas réouvert depuis, donc autant vous dire que ça va être une épreuve pour nous tous. Quand on dit que le code legacy, c'est le code qu'on a écrit hier, voilà, on va voir le code que j'ai écrit il y a 2 ans, ce qu'on en pense. Mais je me lance dans cet Advent of Code. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un sorte de concours de code. Enfin, il y a des gens qui le font de manière compétitive. C'est une énigme par jour qu'il faut résoudre et dont le but, c'est d'aider les elfes à sauver Noël. Ça se fait au mois de décembre, et donc il y a 24 énigmes à résoudre. Moi, je l'ai fait vraiment côté, on va dire, quick and dirty, c'est-à-dire que tous ces trucs de TDD, des tests, du clean code et tout ça, c'était pas mon but quand j'ai fait ça. Et donc voilà, je le fais, j'en discute avec les gens. On peut me voir sur ces images d'archives en train de résoudre tous les problèmes avec une facilité déconcertante. Les problèmes étant représentés par des dragons et moi par un chevalier, une chevalière. J'ai pris la confiance, je me suis dit trop bien. En plus, je faisais que ça de ma journée, donc j'étais vraiment trop contente. Je pouvais résoudre mes petits problèmes. Je suis trop forte. Alors, ça marchait mieux à l'époque, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tous les cas, le 5e jour de cette année-là, je me réveille comme une bonne chômeuse à 11h30 du matin.
j'ouvre les Slack où je parle de ça et j'avais pas du tout regardé le problème, mais je vois que tout le monde est en train de hurler en disant c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Ce dragon-là était un peu trop. Moi, je l'ai fait ce jour-là et j'étais. Bon, j'ai fait un truc qui fonctionne, en tous les cas, qui a donné. Qui a réussi à faire passer et où j'ai eu les étoiles. Je sais pas si vous connaissez, comme c'est en JS, le Elevator Saga ou pas. C'est un autre truc de code où il faut coder des algorithmes d'ascenseur pour qu'ils mettent les personnes, enfin pour qu'ils transportent les personnes d'un étage à un autre. Et il y a un aspect aléatoire dans où peuplent les gens, et donc du coup il est possible de le relancer plusieurs fois pour passer des niveaux, parfois. Au bout d'un moment, ça finit par passer. Bref, c'est un peu ce qui s'est passé là. Mais j'ai réussi à le résoudre. Mais j'étais assez fière de ce que j'avais fait. Et j'ai essayé donc du coup de rendre le code un peu plus, on va dire de le refacto. Mais le but de ça, c'était quand même juste de pouvoir le partager pour dire « Oh, regardez mon code comme il est chouette et comme je suis trop cool ». Sauf que en fait, il fonctionnait pas tant que ça. C'est-à-dire que dès que je touchais au moindre caractère de ce code-là, ça donnait plus le même résultat. Et en plus, j'avais à ce moment-là un peu mal à la tête parce qu'on était à la fin de la journée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon code et je suis allée voir Mathieu pour lui dire écoute, aide-moi, je voudrais comment tu ferais. Alors, c'était plus pour le montrer, mais c'était un peu comment tu ferais toi pour rendre ce code-là que moi je trouve cool et cet algo que j'ai trouvé sympa, comment tu l'aurais fait toi, comment tu aurais fait pour que ce soit du clean code. On arrive à la présentation de Mathieu, que je vais passer un peu vite, mais je vous ai déjà tout dit. Ce qui est important de savoir sur lui, c'est qu'il a plein d'expériences, qu'il est très fort et qu'il est beaucoup dans l'archi-hexago et compagnie. Et donc du coup je vais le voir, je lui amène et il me dit écoute, montre-moi ton code. Et donc je lui montre ça. Alors c'est un peu petit peut-être. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est imbitable. Les chaînes de caractères s'appellent S. Les objets qui sont des maps s'appellent map. Les listes avant transformation s'appellent row list et après transformation s'appellent list. Ce genre de choses. Donc ce qu'on a commencé à faire, mais par contre, j'avais écrit un test qui me permettait de lancer mon code. C'est du Kotlin, mais normalement vous devriez quand même. J'avais écrit un test qui permettait de qu'on voit là, qui s'appelle test part 1 et qui dit qu'on expecte 10 millions et quelques si on fait solve day 5. Voilà. Mathieu m'a dit que c'était pas du TDD. Pourtant, j'ai écrit ce test avant d'écrire le code. Je suis toujours un peu vexée. Mais du coup, j'ai essayé de lui expliquer ce que ça faisait. Alors là, j'ai même pas essayé de vous expliquer ce que ça faisait parce que je ne sais plus ce que fait ce code. Je me souviens qu'il faut relier, trouver des chemins, relier et ce genre de choses. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer d'expliquer à quelqu'un un petit bout de code dont vous êtes content, mais que vous avez fait quick and dirty, et il y a toujours quelque chose à rajouter. Et au fait, mais en fait ça, mais sauf dans ce cas-là, et etc. etc. Et donc j'ai fait tout ça. Et Mathieu m'a dit, écoute, ça va pas, c'est pas ça. On va pas faire ça. On va pas faire de cette manière-là. Il a dit, oh oui, il y a ça. Il a dit qu'il voulait démissionner de son amitié avec moi. Et il a en plus fait générer la lettre par ChatGPT. Mais tout ça pour en arriver à quoi? C'est ce dont on voulait vous parler, enfin je voulais vous parler, c'est la charge cognitive. Le problème, c'est que tous ces gros boulets que je lui ai lancés à la gueule, ils symbolisent la charge cognitive, c'est-à-dire
tous les niveaux d'abstraction, c'est-à-dire savoir que cette liste-là, elle fait ça, cette variable-là, elle fait ça, savoir que ça, c'est censé faire ça, mais sauf dans ce cas-là, parce qu'il y avait une condition, c'est des choses qu'on stocke dans notre tête qui représentent la charge cognitive. Et c'est normal de ne pas arriver à décharger une énorme pile comme ça sur quelqu'un. La charge cognitive, donc, c'est une théorie qui a été introduite par John Swaler dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ça appartient au domaine de la psychologie de l'éducation. Un des gros concepts, des concepts clés qui nous intéressent, c'est la mémoire de travail. C'est-à-dire qu'on peut garder en tête, en même temps, quand on est en train de travailler ou d'apprendre, 5 à 9 choses. Donc on va dire 7, parce que c'est le milieu entre 5 et 9. Et si on essaye de jongler mentalement avec plus que 7 choses, bon, c'est pas une limite en dur, mais ça va dégrader notre apprentissage, notre compréhension, un peu tout. Et donc c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Ce qu'on voudrait faire, ce qu'on va essayer de faire avec le code, c'est de réduire la charge. Bon, moi j'étais un peu déçue par ça parce que je suis allée voir mon pote développeur super senior, super cool, et je m'attendais à ce qu'il ait une réponse, qu'il regarde mon code et qu'il dise « Ah, ton bug, il est là, et c'est bon, on y va ». Et en plus, ce que j'avais pas envie de faire, c'est tout le truc de faire des tests, faire des trucs, faire des renommages. C'est toujours la même chose. On va voir les crafters et qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut renommer, il faut donner des noms explicites aux variables, il faut séparer les responsabilités, blablabla. Mais donc, on va quand même le faire, parce qu'on va prouver que c'est bien mieux comme ça. On va commencer donc, si ce gros tas de cailloux, c'est la charge cognitive, on va commencer par essayer de réduire la taille du tas. Réduire la taille du tas, c'est-à-dire, il y a peut-être une partie de la charge qui ne sert à rien. Pour ça, donc, c'est les renommages. Au lieu de l'appeler test partie 1, on dit ce que ça doit trouver, c'est-à-dire un minimum. Expected, c'est pareil, on peut dire ce que c'est au lieu de juste expected. Résout la partie 1, on peut renommer dans quelque chose de mieux. Input numbers, qui est une liste de nombres, on peut dire ce que c'est. En l'occurrence, c'était des seed ID pour cet exemple-là. Et la fameuse chaîne de caractères qui s'appelle S. On peut au moins dire que c'est le input file path. De la même manière, les maps, qui est une liste de listes, on peut dire que c'est une association. Et process number, qui est un match link. C'était une chaîne, oui, mais maintenant je le sais, comme quoi. En gros, on associe on parcourt toute une chaîne d'associations, et quand on trouve le bon match, on s'arrête. Donc ce qu'on vient de faire, c'est appeler un chat, c'est-à-dire en nommant les choses et en mettant sur le papier, ou en l'occurrence sur l'ordinateur, des choses qui étaient juste dans ma tête, ça permet du coup de réduire un peu cette charge. C'est-à-dire qu'au lieu de savoir que Maps, c'est la liste, la chaîne d'associations, du coup maintenant ça s'appelle comme ça, et je ne suis pas obligée de dire « Ah oui, regarde, on prend cette map, ça c'est ça », et ensuite on continue d'expliquer. On peut juste dire « Ah regarde, c'est la liste de chaînes d'associations ». C'est ce qu'on appelle la charge cognitive extrinsèque, c'est-à-dire la manière dont l'information est présentée, la manière dont on explique quelque chose, ça peut créer de la confusion inutile, en tous les cas ça crée de la charge cognitive qu'il faut gérer. C'est aussi ce qu'on appelle, en informatique on aime bien en parler, la complexité accidentelle, c'est-à-dire dans le code, quand les choix de conception introduisent de la complexité dont on n'avait pas vraiment besoin. Et tant qu'on parle de complexité du code, je vais parler des 3 sortes de complexité qui existent. Donc accidentelle, obligatoire, ça c'est, on fait des choses qui sont un peu compliquées et donc du coup il y a une complexité obligatoire qu'il faut résoudre. Et non,
obligatoire, c'est les outils, et essentiel, c'est la complexité du métier. Donc, sur les trois, celle qui est accidentelle, on voudrait s'en débarrasser, et les complexités obligatoires et essentielles, on veut les gérer, parce que il faut bien qu'on utilise des outils pour faire quelque chose, et il faut bien qu'on résolve le problème pour lequel on est là. Enfin, ou alors, s'il ne faut pas résoudre le problème, ça réduit la complexité aussi. Et en plus, c'est écolo de faire moins de dev. Dans le développement, on jongle avec les trois types de complexité tout le temps. Parfois, elles se mélangent, et c'est ça qui fait qu'on va passer d'un problème qui est compliqué à un problème complexe. Si vous l'avez jamais vu, il y aura la ref à la fin. Il y a une vidéo de Roméo Murat sur le petit dictionnaire des mots compliqués, complexes, compliqués, qui dit en substance que quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est compliqué mais qui est prévisible et calculable, alors que quelque chose de complexe, c'est pas forcément très compliqué, mais c'est il y a trop de magnitude et de ramifications pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Par exemple, si vous essayez d'expliquer à quelqu'un comment faire ses lacets sans lui montrer, c'est compliqué, enfin c'est complexe. C'est-à-dire que trouver la bonne chaîne de mots pour juste expliquer ça, c'est voilà. Là où certaines choses sont juste compliquées, des choses qu'on sait faire, par exemple faire voler un avion, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. On sait faire. Enfin, pas moi, mais il y a des gens qui savent faire. Et donc, tout ça, pour en venir à quoi ? Ce gros tas, il fait la taille qu'il fait. Si on a enlevé toute la complexité accidentelle, toute la charge cognitive extrinsèque, il faut quand même, et qu'il fait toujours plus de 7 boules, il faut bien faire quelque chose. Donc comment on va faire pour quand même gérer ça alors qu'il fait la taille qu'il fait ? Et pour ça, on va séparer les responsabilités. C'est-à-dire, idéalement, gérer séparément les complexités qui sont liées aux outils et les complexités qui sont liées au problème. Et même dans le problème, on peut gérer séparément différentes parts. Pour ça, on a extrait assez simplement des méthodes, une par chose, c'est-à-dire que quand je lui ai dit « Ah, bah, cette partie du code-là, ça fait ça », et ben, par exemple, celui-ci, ça nous permet juste de lire le fichier d'entier, le fichier d'entrée, donc faisons ça. Ensuite, et ben, on veut, à partir de ce fichier, lire les inputs et les parser d'une manière qu'on pourra utiliser. Donc, on extracte. Et il y a ce gros bloc qui est la fameuse chaîne de table d'association. Et qu'on va parser. Et comme c'est de l'objet, parce que c'est du Kotlin, on a aussi utilisé les objets pour faire apparaître des choses. Diviser. En gros, ce qu'on a fait là, c'est séparer du code. Donc, c'est des bêtes extraction renommage dans l'IDE. C'est des choses qui sont faciles à faire. Mais ça permet de faire des petits tas. Et donc, c'est ce que je disais. On a le même nombre de blocs, mais maintenant, chaque petit tas, on peut le gérer séparément, s'assurer qu'il fonctionne. Et ça nous permet, à la fin, d'avoir géré le gros tas. Une fois qu'on en est arrivé là, il y avait des choses plus faciles que d'autres. Il y a un bloc qui posait souci à Mathieu, c'est le gros bloc bleu, qui faisait toujours des tas de choses à la fois. Et forcément, c'est là qu'on en est arrivé à, écoute, je ne sais pas ce qu'il fait, il faudrait écrire un test unitaire. J'ai fait la gueule, je lui ai dit, écoute, c'est bon, je sais que ça fonctionne, j'ai écrit ça en premier, ça marche. Crois-moi sur parole. Ce à quoi il a répondu « Ok ». C'est quand la dernière fois que tu as vérifié que ça fonctionnait. Je lui ai dit « C'est très simple ». Bon, déjà, la réponse était au moment où je l'ai codé. Et du coup, il a fait mouche. Il m'a dit « Écoute, tu as probablement retouché à ton code depuis ». « Oui, mais non, mais juste un petit plus là pour décaler des trucs ».
Et en plus, je sais quand même pas ce que ça fait, donc on va quand même écrire ce test. On a écrit le test, et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. C'était là, mon fameux bug. C'est effectivement ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on a écrit cette conf, on a fait ça, et vraiment j'étais tellement sûre que c'était pas là, que c'était plus tard, parce qu'il y a plus de code et il y avait encore plus de trucs horribles après. Et en fait, si, c'était là. C'est-à-dire que du coup, j'avais fait ça pour moi gérer ma charge cognitive pendant que je développais. J'avais posé ce bloc-là en me disant, bah ok, ça fonctionne, je l'ai testé à la main. Je sais que ça fonctionne, j'y reviens plus. C'est ça qui m'a permis moi d'avancer et de gérer mon problème. Sauf qu'en fait, quand on code, on va retoucher à des trucs. On introduit des effets de bord, on change un petit truc, on se rend compte que ça fonctionne mais qu'il y a un décalage, donc on rajoute un +1, un -1, ce genre de choses. Et en fait, 2 heures après, sur le même bout de code, il fonctionne plus. Pourquoi on a parlé de ça ensemble, on va plus loin. Qui était une blague écrite sur les ESN, mais qui du coup est juste un slide capitaliste maintenant. Puisque je suis toute seule et que Mathieu n'est pas là pour faire sa moitié de blague. Non. Ok. Ce dont on n'a pas encore parlé. Du coup, je vous ai parlé de la mémoire de travail qui a 7 blocs à la fois et pas plus. Mais c'est pas la seule chose qu'on a. On a aussi la mémoire long terme, la mémoire musculaire, tout ça. Donc c'est le deuxième système de réflexion. Et quand on résout des problèmes, on fait aussi fonctionner cette partie-là, c'est-à-dire nos connaissances. Et ça, c'est donc les schémas mentaux. Les schémas mentaux, c'est, justement, je parlais des lacets tout à l'heure. Si c'est si facile de faire ces lacets, mais si difficile d'expliquer comment faire ces lacets, c'est parce qu'on a tous un schéma mental. On a appris il y a des années, enfin ça dépend pour qui, mais la plupart des gens ont appris il y a des années, et on a un schéma mental qui nous permet de savoir, mais de pas forcément savoir l'expliquer. C'est-à-dire c'est un raccourci. C'est ça qui est en jeu dans tous les biais cognitifs, c'est-à-dire que le cerveau aime bien prendre le plus de raccourcis possible, et donc du coup on apprend à faire d'une manière, et ensuite on le questionne plus jamais. Depuis le début, on a un peu mis en concurrence, du coup j'ai mis en concurrence toute seule l'approche de Mathieu et la mienne, c'est-à-dire le côté un peu clean code versus le côté un peu malin, faire du code rapide, etc. Et en fait, c'est juste une différence de schéma mentaux. C'est-à-dire que, comme moi, par ma formation et par mon goût, j'ai des schémas mentaux qui me permettent et qui font que j'aime bien résoudre ce genre de problème, justement en gérant une grosse charge cognitive. Et c'est quelque chose qui est très répandu dans le dev. C'est-à-dire, moi, je connais beaucoup de devs qui, si ils ont bien fait chauffer leurs neurones, qu'ils ont géré une grosse charge cognitive au travail, ils vont avoir l'impression d'avoir bien travaillé. J'ai même entendu plusieurs fois des gens dire « on a des métiers quand même où il faut savoir gérer une grosse charge cognitive ». Sous-entendu, on est un peu malin. Et oui, c'est une manière de faire les choses, mais c'est pas obligatoire en fait. C'est ça dont je voulais parler. Le test qu'on a écrit, nous, là, a posteriori, honnêtement, je ne sais pas ce que font les slides à ce stade-là. Le test qu'on a... non, mais si, je me souviens. Le test qu'on a écrit là, a posteriori, il nous permet d'expliciter mon intention. C'est-à-dire que mon intention, elle était seulement dans ma tête et elle était seulement avec mes schémas mentaux. Mais quand j'ai été obligée d'écrire un test unitaire, j'ai été obligée d'expliciter ce que ça devait faire. Et du coup, il a pu challenger. Donc on a pu discuter de ce qu'était censé faire le code, de comment il était censé le faire, et quelque chose qui était juste dans ma tête est devenu explicite. Et donc, c'est là qu'intervient cette magnifique slide, qui était que mon plan à moi, c'était de jeter un caillou sur le dragon, et que Mathieu m'a dit, en fait, peut-être qu'à la place, on pourrait essayer de l'apprivoiser. Bon, ensuite, il a dit tout un tas de trucs pour dire que lui, il préférait écrire les tests encore plus tôt, bien avant qu'on fasse le code, comme ça,
on peut faire du TDD et on peut faire émerger l'algorithme des tests. Mais bon, je vais vous passer ça, parce qu'il n'est pas là pour m'obliger à le faire. En conclusion, si vous êtes devant une montagne de complexité et que vous avez déjà mal à la tête, que faire? On a montré 3 groupes de méthodes. Premièrement, enlever la charge cognitive accidentelle, c'est-à-dire les choses que vous avez fait et qui compliquent pour rien, notamment mal nommer des choses, utiliser une méthode que vous trouviez maligne, mais en fait il y avait plus simple, ce genre de choses. Donc faire disparaître le plus possible. C'est aussi possible à ce stade-là de challenger les outils qu'on utilise, notamment en entreprise, c'est-à-dire que la complexité obligatoire qui découle des outils et notamment des librairies qu'on va utiliser, parfois on peut en enlever un peu en choisissant mieux ses outils, en choisissant mieux son environnement. Avec ce qui reste, on va les séparer. On va essayer de séparer le plus possible, notamment les différentes responsabilités. Par exemple, ça me fait mal de dire ça, mais par exemple, dans des architypes hexagonales, ça permet de mettre d'un côté tout ce qui est parser des entrées, faire des couches anticorruption, etc. Et au milieu de votre code, ce que vous voulez vraiment faire. Donc ça permet de séparer de manière très nette la complexité obligatoire de la complexité essentielle. Mais bon, il y a d'autres manières de faire sans aller jusque-là. Et ensuite, il faut expliciter les schémas mentaux, c'est-à-dire que pour que quelque chose... pour pas que ça se passe juste dans votre tête, il faut l'écrire. Donc c'est la même chose quand on fait une to-do list, par exemple, qui permet de, au lieu de devoir se souvenir qu'on doit faire ça demain, l'avoir écrit quelque part. Ça fait baisser la charge cognitive au quotidien. De la même manière, si vous écrivez un test, ça va faire baisser votre charge cognitive parce que vous n'aurez plus besoin de vous souvenir comment fonctionne quelque chose. En plus de ça, c'est des approches qui permettent, en étant très explicites, qui permettent d'améliorer la collaboration dans une équipe, puisque si quelque chose est à l'écrit, on n'a plus besoin de vous. Ça réduit aussi votre bus factor. À ce moment-là, Mathieu m'a rappelé que c'est marrant, rapprocher le code du métier, architecturer son code pour séparer les responsabilités et pour gérer la complexité, faire des tests automatisés, ça lui rappelle quelque chose. Et je lui ai dit que oui, je me rendais bien compte qu'on venait de faire une conf et une présentation qui promeuvent de faire du TDD en architecture hexagonale. Mais bon, peut-être que finalement, ils avaient mis le doigt sur quelque chose. Ça, c'est les références, notamment toute la partie recherche sur la charge cognitive, puisqu'on ne l'a pas inventé ni sorti de notre chapeau. Sur la complexité, il y en a aussi, et le code, il est sur un dépôt, mais je ne sais pas s'il y a... Pour être honnête, le feedback, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, et les slides, je ne sais pas. Voilà. Les illustrations, c'est ma sœur qui s'appelle Eve qui les a fait pour nous, et voilà. Et ce sont nos coordonnées.